Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le même état d'esprit que la vidéo Apprendre le français avec les romans, et je voulais d'ailleurs vous remercier pour le chaleureux accueil que vous avez fait à cette vidéo. Merci beaucoup, cela m'a fait très plaisir et je me suis aperçue qu'en fait je vous avais parlé d'une méthode pour lire des romans, mais des romans qui étaient des romans originaux, et il existe aussi une méthode pour lire des romans qu'on appelle simplifiés. C'est-à-dire tout simplement que le vocabulaire qui est trop compliqué ou trop ancien est en fait remplacé par un vocabulaire moderne et beaucoup plus facile. Et il existe des littératures spécifiques, enfin des livres, pourquoi je disais littérature, avec des livres spécifiques où il y a marqué lecture simplifiée niveau A1, A2, lecture simplifiée B1, B2 et puis lecture avancée. Vous avez aussi des fois des collections qui ont des codes couleurs. Donc aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à ce sujet et donc de vous parler d'une œuvre magnifique en mode simplifié. Donc après ma petite intervention, vous allez entendre le chapitre 1 en mode simplifié de 100 familles d'Hector Malot, que j'ai moi-même simplifié. Bien évidemment, je ne vais pas vous laisser avec juste le chapitre 1 qui se termine par un suspense de folie. Je vais régulièrement simplifier les chapitres et les mettre à disposition. N'hésitez pas à consulter l'onglet communauté où je mets des posts sur la chaîne YouTube. Comme ça, je vous tiens informé au fur et à mesure. Et puis, si vous voulez être informé, n'oubliez pas aussi d'activer la cloche et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Voilà, ça c'était pour la partie pratico-pratique. Maintenant, nous allons parler de 100 familles. Avant que je vous lise le roman à haute voix et que vous puissiez voir également de jolies images, j'ai essayé de faire quelque chose de plus iconographique que d'habitude. En fait, je voudrais parler de ce roman. Il est impossible de lire 100 familles sans être ému, et même si ce roman a été écrit à la fin du 19e siècle, les thèmes qu'il aborde sont des thèmes universels. Le fait d'être rejeté par ses parents, d'être orphelin, de ne pas avoir d'amis, de connaître la pauvreté, la misère et l'adversité dans un monde complètement industriel où chacun et égoïste. C'est un petit peu la quête initiatique qui attend le jeune héros Rémi, que nous allons suivre dès le début à l'âge de 8 ans et jusqu'à, en fait, je vous rassure pour les âmes sensibles, une fin. Je ne peux pas dire une fin heureuse, je ne veux pas dire ça, mais une fin dans laquelle, quelque part, le bonheur, c'est qu'il a appris beaucoup de choses sur lui, sur la société, et qu'il est devenu une très bonne personne. Donc c'est un livre à la fois en mode quête, et qui parle aussi de quelque chose de fabuleux, qui est un lien intergénérationnel. C'est un livre qui est très touchant. Alors vous voyez, je suis un petit peu émue, moi je l'ai lu plein de fois, mais à chaque fois quand je le lis, ça me fait cet effet, puisque c'est la seule personne sur laquelle Rémi peut compter, c'est donc Vitalis, un vieil homme qui va le recueillir, lui donner à manger, lui apprendre un métier et lui donner le courage d'affronter la vie. Bien sûr, il y aura d'autres personnes que Vitalis, mais c'est vraiment intéressant de voir que dans tout le roman, des amitiés se créent à travers les âges, à travers les milieux sociaux. Et vous allez voir que c'est décrit d'une manière très réaliste par Hector Malot, qui voulait sensibiliser le public de la fin du 19e siècle à la condition ouvrière, mais aussi à la condition des artistes. Car Vitalis est un artiste de rue. Sans famille, a eu un énorme succès en librairie et il a donc été adapté à de multiples reprises.
Et il a été adapté notamment sous la forme d'un manga, sous la forme d'un dessin animé. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Bon, j'arrête là parce que déjà, certes il ne pleut pas à Lyon, mais là je pense que j'ai bien ramené la pluie. Bon, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce générique qui était un générique hyper efficace, comme le générique des séries Candy ou Heidi, Petite fille des montagnes. Bref, à la fin des années 70, début 80, une firme japonaise décide donc d'adapter Sans famille d'Hector Malot. Et je ne sais pas ce qui est le plus, j'ai envie de vous dire, triste, si c'est de lire le roman ou de voir le dessin animé. Lorsqu'on le repasse, même quand je repasse à de jeunes enfants de ma famille, alors ils pleurent parce qu'ils sont tous émus. Notamment, il y a aussi une amitié qui se crée entre Rémi et les animaux qui participent à aider les humains à gagner leur vie, et que bien sûr les animaux, vous savez, ne sont pas éternels, et donc Rémi, dans sa quête initiatique, va être confronté notamment à la mort d'un fidèle compagnon. Alors je spoil un petit peu, mais en tout cas, sachez que c'est Sans famille, c'est quand même un monument de la littérature française, et c'est un livre, lorsqu'on le lit, qui n'a pas pris une ride. Il est considéré comme de la littérature pour enfants. Écoutez, à mon âge, je peux vous dire que, comme je vous ai dit, les enfants pleurent déjà en regardant le dessin animé, mais en le lisant, c'est pas quelque chose qui leur est forcément accessible, parce que on a toute la vie de Rémi jusqu'à ses 8 ans, et jusqu'à la résolution lorsqu'il est adolescent. Et c'est vrai que lorsqu'un petit garçon ou une petite fille de 8 ou 9 ans lit des passages de Sans famille qui parlent plutôt d'adolescence ou d'autres problèmes, ça échappe un petit peu, et donc on lit toujours des versions simplifié, exactement comme vous qui apprenez le français. Alors on va essayer de s'y tenir, c'est-à-dire de faire peut-être une fois par mois une lecture simplifiée. Et comme toujours, je vous ai mis en annexe bien sûr des exercices à faire. Dans ce passage simplifié, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on va voir une alternance entre imparfait et passé simple. Et donc justement, je vous ai mis des petits exercices pour travailler sur ces temps grammaticaux, mais aussi sur la compréhension. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez la lecture simplifiée. Si vraiment vous aimez ce qu'on est en train de faire, je pourrais communiquer le texte une fois qu'on aura fini tout le livre. Donc voilà, on part pour une série. On ne va pas faire que ça, bien sûr. Je vais une fois par mois, voilà, mettre un chapitre de Sans famille. Alors c'est un roman en plusieurs tomes, donc en plusieurs saisons, voilà, donc je ne sais pas quand on va finir exactement, mais en tout cas je vous remercie de votre attention et je vous laisse maintenant avec le chapitre 1 simplifié de Sans famille d'Hector Malot. Je suis un enfant trouvé, mais jusqu'à 8 ans, je l'ignorais. Je pensais vivre avec ma mère. En effet, une femme s'occupait de moi au quotidien. Chaque soir, elle venait me border dans mon lit et me berçait si j'avais du chagrin. Elle s'occupait bien de moi, me donnait de l'affection et me défendait en cas de conflit avec mes petits camarades. Cependant, cette femme n'était que ma nourrice et je l'ignorais. Je viens d'un village qui se nomme Chavanon, situé en Corrèze. C'est l'un des plus pauvres de France. À 8 ans, je n'avais jamais vu d'homme dans cette maison car le mari de ma nourrice travaillait à Paris depuis de nombreuses années. Il était parti quand j'étais un nourrisson. Il envoyait peu de ses nouvelles, toujours par l'intermédiaire de collègues lorsque ceux-ci rentraient au village. Il était tailleur de pierre et envoyait son salaire régulièrement. « Mère Barbarin, votre homme va bien. Il m'a chargé de vous dire qu'il a beaucoup de travail et de vous remettre l'argent que voilà. Voulez-vous compter ?» C'était tout. Mère Barbera se contentait de ses nouvelles. Son homme était en bonne santé, il avait du travail, il gagnait sa vie. Un jour de novembre, comme le soir tombait,
un homme que je ne connaissais pas s'arrêta devant notre barrière. J'étais sur le seuil de la maison, en train d'assembler du petit bois afin de faire des fagots pour notre cheminée. Sans pousser la barrière, mais en levant sa tête par-dessus en me regardant, l'homme me demanda si c'était ici que vivait Madame Barberin. Je lui répondis par l'affirmative et lui dis d'entrer. Il poussa la barrière qui grinça et, à pas lents, il s'avança vers la maison. Jamais je n'avais vu un homme aussi sale. Des plaques de boue, les unes encore humides, les autres déjà sèches, le couvraient des pieds à la tête et on comprenait que depuis longtemps il marchait dans les chemins. Au bruit de nos voix, Mère Barberin accourut et au moment où il entrait chez nous, elle se trouva face à face avec lui. « J'apporte des nouvelles de Paris, dit-il. » C'étaient là des paroles bien simples que nous avions souvent entendues. Mais le ton avec lequel elles furent prononcées était très différent de la phrase habituelle. « Votre homme va bien, l'ouvrage marche. » « Ah mon Dieu !» s'écria Mère Barberin en joignant les mains. « Il est arrivé quelque chose à Jérôme ?»« Eh bien oui, mais il ne faut pas vous inquiéter. Votre homme a été blessé, voilà la vérité. Seulement il n'est pas mort. Pourtant, il sera peut-être estropié. Pour le moment, il est à l'hôpital. J'ai été son camarade de chambre et comme je passais par là, il m'a demandé de vous prévenir. » Et tout en séchant les jambes de son pantalon qui devenaient raides sous la boue durcie, il répétait « Pas de chance », avec une peine sincère. Cependant, dit-il en terminant son récit, je lui ai conseillé de faire un procès à l'entrepreneur. « Un procès, cela coûte cher. »« Oui, mais quand on le gagne, on a de sacrés avantages. » Mère Barberin aurait voulu aller à Paris. Seulement c'était compliqué, et le voyage était si long et si coûteux. Le lendemain matin, nous descendîmes au village pour avoir un conseil du curé. Celui-ci voulut savoir si Madame Barberin pouvait être utile à son mari en se déplaçant à Paris. Il écrivit à l'aumônier de l'hôpital où M. Barberin était soigné et quelques jours après, il reçut une réponse disant que Madame Barberin ne devait pas venir mais qu'elle devait envoyer une grosse somme d'argent à son mari parce que celui-ci allait faire un procès à l'entrepreneur chez lequel il avait été blessé. Les journées, les semaines s'écoulèrent et de temps en temps, il arriva des lettres qui toutes demandaient de nouveaux envois d'argent. La dernière disait que s'il n'y avait plus d'argent, il fallait vendre la vache pour s'en procurer. Ceux qui ont vécu à la campagne savent ce qu'il y a de détresse et de douleur dans ces trois mots. Vendre la vache. Cette vache, nous l'aimions et elle nous aimait. Pourtant, il fallut la vendre, car c'était seulement par la vente de la vache qu'on pouvait envoyer de l'argent à M. Barberin. Le Mardi Gras arriva justement peu de temps après la vente de notre vache Roussette. L'année précédente, pour le Mardi Gras, Mère Barberin m'avait fait un régal avec des crêpes et des beignets, et j'en avais beaucoup mangé, tellement qu'elle avait été toute heureuse de me faire plaisir. Mais l'année précédente, nous avions Roussette, notre vache, qui nous avait donné le lait pour délayer la pâte et le beurre pour mettre dans la poêle. Plus de Roussette, plus de lait, plus de beurre, plus de Mardi Gras. C'était ce que je m'étais dit tristement. Cependant, Mère Barberin m'avait fait une surprise. Bien qu'elle n'aimait pas emprunter de l'argent, elle avait demandé une tasse de lait à l'une de nos voisines, un morceau de beurre à une autre, et quand j'étais rentrée vers midi, je l'avais trouvée en train de verser de la farine. « Tiens, de la farine !» dis-je en m'approchant. « Mais oui, fit-elle en souriant, c'est bien de la farine, mon petit Rémi, de la belle farine de blé. Tiens, vois comme elle est belle. » Si j'avais osé, j'aurais demandé à quoi devait servir cette farine, mais je n'osais pas. Et puis d'un autre côté, je ne voulais pas évoquer Mardi Gras pour ne pas faire de la peine à Mère Barberin. « Qu'est-ce qu'on fait avec de la farine ?» dit-elle me regardant. « Du pain, et puis encore de la bouillie, et puis encore... Ah, je sais pas. Si, tu sais, seulement comme tu es un bon petit garçon, tu n'oses pas le dire. Tu sais que c'est aujourd'hui Mardi Gras, le jour des crêpes et des beignets. Mais comme tu sais aussi que nous n'avons ni beurre ni lait, tu n'oses pas demander ce que je suis en train de faire. C'est ça ?
Oui, je m'en doutais. Je me suis arrangée pour que nous puissions fêter Mardi Gras. Regarde dans le placard. Et je vis du lait, du beurre, des œufs et 3 pommes. Donne-moi les œufs, me dit-elle, et pendant que je les casse, pèle les pommes. Pendant que je coupais les pommes en tranches, elle cassa les œufs dans la farine et se mit à battre le tout en versant dessus de temps en temps une cuillerée de lait. Quand la pâte fut délayée, Mère Barberin posa la terrine sur le feu et il n'y eut plus qu'à patienter car c'était à notre dîner que nous devions manger les crêpes et les beignets. Ah, comme il y avait une bonne odeur qui emplissait agréablement notre palais, on entendait aussi une joyeuse musique produite par les grésillements du beurre qui fondait dans la poêle. Cependant, il me sembla entendre un bruit de pas dans la cour. Qui pouvait venir à cette heure? Une voisine sans doute, pour nous demander quelque chose. On entendit le bruit d'une canne contre la porte, puis aussitôt la porte s'ouvrit brusquement. « Qui est là ?» demanda Mère Barberin sans se retourner. Un homme était entré. Il était vêtu d'une blouse blanche et il tenait à la main un gros bâton. « On fait donc la fête ici, ne vous gênez pas !» dit-il d'un ton rude. « Oh, mon Dieu !» s'écria Mère Barberin en posant vivement sa poêle à terre. « C'est toi, Jérôme ?» Puis, me prenant par le bras, elle me poussa vers l'homme qui s'était arrêté sur le seuil. « C'est ton père. »